Bienvenue pour cette 15e édition de notre Partner Talk sur la plateforme participative du gouvernement sarrois pour tous ceux qui veulent s'informer, qui veulent discuter et qui veulent contribuer pour la stratégie France, notre politique pour rendre la SAR encore plus compétente pour toutes les questions franco-allemandes. Une plateforme qui représente les meilleures qualités de la stratégie France, comme elle est participative, elle est bilingue et elle est ouverte à tous et à toutes. Alors, à vous tous, bienvenue pour cette nouvelle édition aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension économique de la stratégie France avec les représentants du monde économique franco-allemand sarrois. Et ce n'est pas par hasard, mais à cause du fait que la France, depuis 2017, est le premier partenaire économique de la SAR, le marché le plus important pour l'exportation de nos marchandises et réciproquement, la France étant le premier pays quant aux importations en SAR. Ce n'est pas seulement une perspective régionale, mais le sujet est d'une importance cruciale aussi quand on regarde le niveau européen. Nous, Français et Allemands, comme les premières économies européennes, l'Allemagne et la France représentent quand même environ le tiers du PIB de l'Union européenne et la moitié de celui de la zone euro. L'Allemagne, vous le savez, est le premier partenaire économique de la France, son premier client et son premier fournisseur en 2019. La France est le 4e partenaire économique de l'Allemagne, mais sa première destination d'investissement en Europe. Selon Business France, l'Allemagne était en 2020 le second investisseur étranger en France après les États-Unis. La région Grand Est est celle qui accueille le plus de projets d'investissement allemandes. C'était 32 en 2020. Ces quelques chiffres issus d'une étude Business France de 2020 permettent de mesurer déjà l'interdépendance économique étroite entre nos deux économies et cela sera d'autant plus vrai pour la relance économique qui doit suivre et qui suivra la crise que nous traversons aujourd'hui. Bien sûr, c'est aussi le cas ici, chez nous, où l'interdépendance dans ce bassin de vie partagé entre la Sarre et la Moselle pour une économie régionale interdépendante, par exemple en ce qui concerne le marché du travail, est évidente. Et de toutes ces questions, nous voulons parler aujourd'hui avec nos 3 invités. J'ai alors le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui d'abord une des institutions françaises en Allemagne que les autres Länder nous envient, la Chambre de commerce et de l'industrie française en Allemagne, la CCI France-Allemagne. Elle est chez nous, Monsieur Berner, tellement merveilleusement intégrée au Land de Sarre et tellement franco-allemande depuis des années que les Sarrois sont nombreux à appeler la CCI France-Allemagne familièrement la Chambre de commerce franco-allemande. Monsieur Berner, j'ai le plaisir de vous accueillir. Vous êtes le directeur général. Merci d'être avec nous, mais merci aussi pour la bonne coopération dans le passé. Nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises déjà pour faciliter le quotidien des entreprises, des salariés dans notre région transfrontalière. Et je pense, bien entendu, au groupe de travail transfrontalier dans le cadre du Business Act à la demande de Jean Rotner et de Madame la préfète Chevalier, où nous avons travaillé ensemble pour trouver les mesures à prendre pour sortir de cette crise sanitaire le mieux possible. Monsieur Berner va nous présenter les missions et les activités de la CCI France-Allemagne, reviendra, je m'en suis sûr, sur la force de nos liens économiques au plan national comme au plan régional, sarrois-mosellan, avant de nous livrer peut-être un premier retour d'expérience sur la Covid-19, les principales difficultés rencontrées par les entreprises, mais aussi par les salariés et les leçons à en tirer pour l'avenir. Monsieur Berner Schäferich, soyez le bienvenu. Ensuite, nous aurons le plaisir de donner la parole à Monsieur François Bourbeau, directeur financier de Urgo GmbH à Sulzbach, ici en Sarre, filiale du groupe Urgo et membre du conseil d'administration de la CCI France-Allemagne. Monsieur Bourbeau, merci de votre présence aujourd'hui. Et puis, nous allons accueillir Monsieur Christophe Sonnet, directeur commercial de
LIM Group Allemagne, tous les deux présenteront leurs activités en SAR et en Allemagne dans une perspective franco-allemande. Bien sûr, les leçons à tirer de la Covid, mais surtout leurs perspectives d'avenir nous intéressent. Urgo et LIM, deux entreprises françaises très différentes, une de l'agglomération de Dijon, l'autre de la région de Bordeaux, ce qui montre déjà que la France, c'est un peu comme l'Allemagne, ce n'est pas seulement Paris. Messieurs, je suis ravi de votre présence. Merci de vous prendre le temps d'être avec nous. Après ces trois présentations, nous aurons la possibilité pour un petit débat avec quelques questions que vous pourrez poser sur Facebook ou via email. Vous connaissez l'adresse, on l'a publiée avant. Donc, je vais sans plus attendre céder la parole à Frédéric Berner. Frédéric Berner, vous avez la parole. Merci de votre présence. On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le secrétaire d'État, cher Roland Thijs. D'abord, un grand merci de m'avoir invité à partager ce moment d'échange avec vous et avec toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la coopération franco-allemande et au rôle majeur que la SAR a décidé de jouer dans ce contexte au travers de sa stratégie France. Mon nom est Frédéric Berner, je suis français, alsacien pour tout dire, mais j'ai fait toute ma carrière en Allemagne et je suis depuis 3 ans le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française en Allemagne, plus connue sous l'acronyme de CCFA ou CCI France-Allemagne. Nous sommes une des 124 chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, présentes dans 95 pays dans le monde et qui regroupe une communauté de plus de 35 000 entreprises adhérentes. Notre siège pour toute l'Allemagne est à Saarbrück. Nous avons également une antenne à Francfort, mais aussi des relais dans d'autres villes comme Stuttgart, Mannheim, Munich, Berlin ou Paris, au travers de nos administrateurs, dont François Bourbeau fait partie, qui représentent tous de belles entreprises françaises présentes en Allemagne, comme Petit Bateau, Yves Rocher, Bonduel, Michelin, Vinci, Accor Hotel, EDF, Soprasteria ou encore Urgo, dont il sera en effet question tout à l'heure. L'histoire de notre implantation principale à Saarbrück est étroitement liée à celle de la SAR, puisque les premiers statuts de l'association qui deviendra plus tard CCI France-Allemagne ont été déposés à Saarbrück en 1957, une date bien connue ici. Les statuts ont été déposés par des entrepreneurs installés sur ce territoire qui avaient besoin d'être représentés auprès des autorités françaises et allemandes et être accompagnés pour faciliter leur activité commerciale transfrontalière à un moment où, en 1957, la frontière administrative se déplaçait. Entre-temps, nous sommes devenus une véritable entreprise de service avec plus de 40 personnes, une entreprise qui est à but non lucratif, non-profit, mais qui est à 100% autofinancée, donc sans aucun financement public, et dont la vocation est en effet de faciliter le développement des affaires entre des entreprises françaises et des entreprises allemandes. Et tout ceci s'est développé en conservant et même en renforçant notre présence sarroise. En effet, pour exercer nos activités, en plus des compétences métiers dont nous devons disposer et sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, nous avons besoin premièrement, du bilinguisme, ou plutôt, devrais-je dire, de biculturalité. Deuxièmement, nous avons besoin d'une très bonne proximité géographique avec les deux communautés d'affaires, françaises et allemandes. Et de ce point de vue, notre positionnement à la frontière est idéal, mais aussi quelques petits coups de pouce qui nous ont été donnés il y a quelque temps, avec notamment la liaison TGV ICE avec Paris, qui a donné un véritable coup de boost à nos activités. D'ailleurs, Monsieur le secrétaire d'État, j'insiste pour que vous considériez qu'il soit primordial de tout faire pour maintenir cet aller-retour quotidien avec Paris. Et enfin, il nous faut une troisième chose, c'est des conditions d'accueil et des conditions de coût qui nous permettent de rendre des services les plus performants possibles, mais au juste prix
pour nos entreprises, petites et moyennes entreprises françaises qui font appel à nous. Et tout ceci, nous l'avons à Sarrebruck. Et votre stratégie France, dont nous nous honorons d'être une des chevilles ouvrières, mais aussi la facilité avec laquelle on peut s'installer ici, tout simplement, le fameux slogan des chemins courts, die kurze Wege, que vous avez adopté. Tout ça n'a fait que nous conforter dans notre implantation principale ici. Vous l'avez dit tout à l'heure, le point de départ de tout, c'est bien entendu la réalité économique des relations entre la France et l'Allemagne. Et vous l'avez dit aussi, en effet, la France, c'est le deuxième client de l'Allemagne, après les USA. C'est le premier client de la SAR. On exporte depuis la SAR 40% de plus vers la France que vers le Royaume-Uni ou les USA, qui sont les deuxième et troisième destinations export de ce land. La France, c'est aussi le quatrième fournisseur de l'Allemagne, après la Chine, les Pays-Bas et les USA, et le premier fournisseur de la SAR, vous l'avez dit. Et dans le sens contraire, l'Allemagne, c'est le premier client de la France devant les USA, et c'est aussi son premier fournisseur devant la Chine. Donc cette réalité économique, c'est bien entendu le point de départ de notre implantation ici et du fait que nous existions. Mais par-delà cette réalité économique, et pour en revenir à la SAR comme porte d'entrée pour les entreprises françaises en Allemagne, c'est important de savoir qu'aujourd'hui déjà, ce land est un lieu d'implantation unique pour les entreprises, pour les entrepreneurs français. En effet, sur les 2700 sociétés en Allemagne qui appartiennent à 100% à un actionnaire basé en France, 17% de ces sociétés sont en SAR. Ce n'est que 4% de moins que le Bade-Wurtemberg, qui pourtant a un PIB 14 fois supérieur à celui de la SAR. Ce n'est que 2% de moins que la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui a 17 fois plus d'habitants que la SAR. Et c'est plus que la Bavière, c'est plus que la Hesse, c'est plus que Berlin. Donc tout ça, ça n'est pas le fruit du hasard. Pour en venir à nos activités et à notre raison d'être, nous savons bien tous que la France et l'Allemagne sont voisins et sont considérés sur le plan politique et économique comme étant le moteur de l'Europe. Les Allemands qui adorent la technique parlent de moteur franco-allemand. Les Français plus romantiques parlent de couple franco-allemand. Mais bon, comme tout le monde sait, pour qu'un moteur fonctionne, il faut du couple. Drehmoment pour notre traductrice. Donc, finalement, on parle de la même chose. Bon. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, et qu'il s'agit très concrètement pour une entreprise française, une PME française, de faire des affaires avec un client allemand, les sentiments n'ont pas leur place. Il s'agit avant tout d'être compétent, d'être convaincant et ensuite de tenir les promesses. Et ce que nous faisons, c'est d'aider les entreprises à adapter leur approche pour qu'elle soit percutante auprès des futurs partenaires allemands et leur mettre à disposition des solutions et des ressources, y compris humaines, pour correspondre au mieux aux exigences de leurs partenaires, faire en sorte que travailler ensemble soit vécu plus comme une chance que comme un cauchemar. Et de fait, nos deux pays, nos deux tissus d'entreprise ont chacun leurs excellences et leurs spécialités. Il se trouve qu'elles ne sont pas identiques et que de ces complémentarités peuvent naître vraiment de très belles success stories. Cela dit, pour que ce soit possible, il faut commencer par admettre que nous ne raisonnons pas toujours de la même manière, que nous n'avons pas toujours les mêmes priorités, ni même la même perception des moyens requis pour atteindre les objectifs. Reconnaître ces différences, c'est déjà faire un premier pas. C'est en tenir compte pour trouver la bonne longueur d'onde pour se comprendre. Et trop souvent, la qualité et la pertinence de ce qu'une entreprise française peut proposer à un client allemand et inversement sont brouillées par des préjugés ou des distorsions de perception. C'est dommage et surtout, ça peut être évité. Comme on n'a qu'une occasion de se présenter pour la première fois, il vaut mieux que ce soit la bonne. Mais pour cela, il faut, comme je le disais tout à l'heure, accepter de se remettre en question et ensuite de se donner les moyens pour réussir selon les attentes du partenaire.
Et ces moyens, nous les avons, nous, CCI France-Allemagne, nous les avons réunis sous un seul toit et nous les partageons avec les entreprises qui nous font confiance. Nos équipes, j'évoquais tout à l'heure une quarantaine de salariés, travaillent chaque année pour plus de 200 entreprises à temps partagé et à coût partagé également. Et finalement, les métiers que nous couvrons, les activités que nous avons regroupées sous un seul toit, ici à Sarrebruck, ce sont les activités d'études de marché, pour comprendre où on met les pieds, d'adaptation du marketing, pour encore une fois se mettre au diapason de l'attente des clients allemands, puis ensuite de prospection commerciale. Nous avons des gens ici qui décrochent le téléphone, qui vendent des produits, qui décrochent des rendez-vous. Ensuite, création de filiales. Nous livrons des sociétés, des GmbH clés en main pour nos entreprises françaises. Nous sommes capables ensuite d'héberger ces filiales dans nos locaux, de les héberger de manière virtuelle avec des renvois d'appels ou de manière réelle avec de la location de bureaux. Et puis, nous gérons avec nos propres personnels, pour le compte de ces entreprises, la relation client, l'administration des ventes, la comptabilité, jusqu'à ce que le chiffre d'affaires justifie que ces entreprises aient leurs propres salariés et volent de leurs propres ailes. À ce moment-là, nous pouvons nous charger du recrutement des personnels et de la gestion des salaires de ces personnels. Ce que nous faisons depuis un peu plus récemment, depuis une dizaine d'années, c'est aussi accompagner des entreprises françaises qui cherchent l'âme sœur en Allemagne pour faire de la prise de participation ou du rachat d'entreprise. Voilà, tout ceci, nous le faisons depuis plus de 40 ans et nous avons accumulé une expérience, je crois, unique que nous mettons à disposition de chaque société nouvelle qui nous fait confiance. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous hébergeons actuellement 255 bureaux de liaison, enfin Bildungsbüros ou filiales de sociétés françaises. Nous gérons une soixantaine de comptabilités, nous accompagnons 80 entreprises pour leur développement commercial, en prospection, en recrutement de leur force de vente. Nous assurons la gestion des fiches de paye de plus de 430 salariés de ces entreprises françaises. Nous avons même ici à Sarrebruck un entrepôt avec 360 emplacements palettes et 2 magasiniers pour réceptionner les marchandises et les réexpédier sur toute l'Allemagne au gré des commandes de nos clients. Donc, vous voyez, c'est des activités très concrètes, très pratiques, très opérationnelles. Bien entendu, l'année 2020 a été moins florissante pour les entreprises que nous accompagnons, car les échanges commerciaux mondiaux ont faibli avec les mesures de lockdown liées à la pandémie de Covid-19, et ça s'est ressenti aussi entre nos deux pays. Les volumes d'échanges entre la France et l'Allemagne, si on fait la somme de ce que la France importe et exporte en Allemagne, par exemple, ont baissé d'environ 15% en 2020. Nos propres activités au profit des entreprises, comme par exemple le nombre d'heures que nous passons pour gérer l'administration des ventes des filiales de nos clients, ont également connu en 2020 une baisse entre 10 et 15% selon les prestations. Nous avons néanmoins senti un redémarrage en fin d'année dernière et nous sommes actuellement parfaitement en ligne avec les objectifs que nous nous sommes fixés d'augmenter notre propre facturation pour les prestations que nous rendons d'environ 6% en 2021 par rapport à 2020. Les créations de filiales ont repris, les embauches aussi chez nos clients. Donc j'ai comme l'impression, Monsieur le secrétaire d'État, que nous sommes passés d'une période marquée par la nécessité de survivre à une période enfin d'envie de vivre à nouveau. Et les prévisions de croissance pour l'Allemagne comme pour la France sont correctes, même si elles ne sont pas encore au niveau de la Chine et des USA qui ont déjà pas mal d'avance. Mais ce que les statisticiens nous disent, c'est qu'après une baisse du produit intérieur brut allemand en 2020 de 4,9% par rapport à 2019, le gouvernement fédéral vient de porter sa prévision pour 2021 à plus 3,5% pour l'année, avec surtout une grosse accélération au deuxième semestre. Et pour 2022, c'est plus 3,6% qui sont prévus. La France, de son côté, a vu son produit intérieur brut chuter en 2020 beaucoup plus sévèrement que l'Allemagne. On a perdu 8,7% de PIB, avec des branches comme le commerce et le tourisme qui pèsent beaucoup plus dans l'économie française que dans l'économie allemande. La prévision de croissance pour 2021, en revanche, est de plus 5,5% et pour 2022 de plus 4%. Donc, on a beaucoup de raisons de penser que voilà, on commence à retrouver un cours normal et j'espère vraiment que
les campagnes de vaccination qui sont en cours et qui suivent, je crois, un rythme comparable entre la France et l'Allemagne, et que les assouplissements des contraintes sanitaires et économiques qui vont avec nous permettront de confirmer ces prévisions. Mais pour préparer ce rendez-vous d'aujourd'hui, cher Roland Thaes, vous m'avez aussi demandé de dire ce qui va. Vous m'avez demandé de dire ce qui va, je pense l'avoir fait, mais aussi de dire ce qui pourrait aller mieux, en toute transparence. Je ne vais donc pas vous en priver, ni en priver nos participants. Une partie de ce qui pourrait aller mieux est en voie d'amélioration, et je sais que les effets immédiats d'une stratégie France qui s'inscrit dans le long terme ne sont pas faciles à obtenir à effet immédiat. Mais pour nous développer en SAR, nous et les entreprises que nous accompagnons, nous avons besoin de talents, de jeunes talents formés, donc de structures d'éducation secondaire et supérieure bien en place, mais bien entendu de jeunes talents bilingues. Et c'est en effet au cœur de la stratégie France que de faire en sorte que ce land soit le land le plus francophone d'Allemagne. Nous avons besoin de ces talents bilingues, formés, motivés et qui souhaitent rester dans ce bassin transfrontalier parce qu'ils s'y sentent bien. 2/3 de mes effectifs à la Chambre de commerce française en Allemagne sont des Mosellans ou des Alsaciens comme moi, et seulement 1/3 sont des Allemands, sarrois. Ce n'est pas assez. Et cela fait des mois que je cherche désespérément 2 comptables pour renforcer notre équipe de comptables qui gère la comptabilité des filiales que nous administrons ici. Et je rêve de trouver des gens qui maîtrisent au moins un petit peu le français, quoi. Et c'est impossible. Enfin, je ne trouve pas. J'en suis même venu à me dire que l'anglais suffirait, mais là aussi, c'est difficile. Je cherche aussi actuellement 1 ou 2 ingénieurs pour faire du business development en Allemagne pour de très belles, innovantes entreprises françaises. Et dans les candidatures que je reçois, je n'ai pas plus de 10% de candidatures qui viennent du côté allemand. Donc vraiment, je sais que vous le faites, mais je profite de cette occasion pour vous encourager. Mettez le paquet, comme on dit en français, geben Sie Gas, sur cette stratégie France et misez vraiment sur cette chance qu'est le fait d'être un land frontalier. Par ailleurs, le traité d'Aix-la-Chapelle qui donne les bases pour faire de ces régions transfrontalières, pas uniquement entre la France et l'Allemagne, mais de ces régions transfrontalières en Europe, des zones stratégiques. Encore faudrait-il que les intentions sur le papier soient suivies des faits sur le terrain. Et la question qu'on était en droit de se poser après l'année que nous venons de passer, c'est comment est-ce qu'on peut attendre de nos concitoyens qu'ils soient enthousiasmés par la coopération transfrontalière quand, de part et d'autre, à la première difficulté venue, on nie la réalité des bassins de vie transfrontaliers comme ceux de la Sarre et de la Moselle. Bien sûr, la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire et économique qui en ont résulté sont des phénomènes inédits auxquels personne n'était manifestement correctement préparé, mais trop de décisions ont été prises à Paris ou à Berlin sans tenir compte des réalités locales, que ce soit en matière de liberté de circulation aux frontières, d'ouverture et de fermeture d'établissements qui étaient pas du tout coordonnés entre nos 2 bassins de vie, des logiques de test. Nous sortons de quelques semaines assez pénibles pour les travailleurs frontaliers ou transfrontaliers qui, pour venir à leur lieu de travail, devaient passer les tests à la frontière, les tests PCR. Que ce soit en matière d'enseignement scolaire, qui ont été aussi là, contraints pendant ces périodes-là, de droits sociaux, voire même de fiscalité. Je sais, pour m'être battu à vos côtés pour rétablir certaines difficultés auxquelles là aussi étaient confrontés nos collègues travailleurs frontaliers sur la fiscalité de la Kurzarbeit, par exemple, que ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur, mais il y a encore là trop de petits soucis du quotidien, j'ai envie de dire, qui sont autant d'obstacles à faire prendre corps et conscience de cette réalité transfrontalière et de cette chance pour nos concitoyens.
très symptomatique de difficultés que nous avons, hein, c'est qu'en plus d'un an maintenant, nous n'avons même pas su adopter entre la France et l'Allemagne une définition commune de ce qu'est un taux d'incidence. Donc, comment voulez-vous qu'on mette en place, en effet, des mesures collectives si le critère central n'est pas commun. Donc, nous devons absolument tirer les leçons de tout ceci, faire en sorte que les zones frontalières ne soient plus une variable d'ajustement, une quantité négligeable pour nos gouvernements centraux, alors même que, encore une fois, le traité d'Aix-la-Chapelle les consacre comme des zones stratégiques. Je sais que votre gouvernement, le gouvernement sarrois, a beaucoup œuvré pour faire en sorte que les difficultés soient perçues par Berlin et prises en compte. Je vous en remercie et je vous remercie pour votre écoute et votre engagement, mais il reste beaucoup de travail et c'est ce qui doit continuer à nous motiver tous. Pour illustrer la réalité de la présence entrepreneuriale française en Sarre et l'intérêt que cela représente pour ce land de miser sur le franco-allemand, aussi pour des questions économiques et pas uniquement pour des questions culturelles ou d'enseignement. Vous m'avez demandé, cher Roland, de choisir deux témoignages qui nous sont proches. J'aurais pu citer Michelin, bien sûr, dont le directeur des sites industriels de toute l'Allemagne, M. Cyril Beau, est présent aussi à notre conseil d'administration. Mais j'ai préféré mettre en évidence deux belles PME du Mittelstand français, toutes deux avec un savoir-faire et des produits uniques. L'une dans le domaine médical, ancrée depuis plusieurs années en Sarre et dont le directeur financier François Bourbeau nous fait l'honneur de participer aussi à notre conseil d'administration. Et puis l'autre dans les produits haut de gamme en cuir, arrivé plus récemment en Allemagne et que nous avons accompagné dans son installation en Sarre. Donc, merci pour cette occasion donnée pour donner un coup d'éclairage à la Chambre de commerce française en Allemagne et puis à deux des entreprises qui gravitent autour d'elle. Je reste bien entendu avec vous pour la fin de ce Partner Talk et je serai ravi de répondre à des questions tout à l'heure. Je vous rends la parole. Merci, cher Frédéric, d'abord pour nous donner un peu les meilleurs arguments pour les entreprises françaises et francophones de s'installer en Sarre. Nous essayons dans notre travail d'en ajouter de nouveaux, peut-être pour vous donner un exemple, la possibilité de plaider en langue française devant la Cour de commerce à Sarrebruck. C'est unique en Allemagne, ça se ferait très rarement, mais quand même, c'est peut-être aussi un certain symbole du gré d'être bienvenue comme entreprise française chez nous. Mais merci surtout pour avoir montré encore une fois les difficultés qui sont encore devant nous, mais aussi les problèmes que nous avons eus les derniers mois dans le franco-allemand, ici dans ce bassin de vie, où nous avons un peu souffert de ces différentes stratégies, mais aussi du fait que entre Berlin et Paris, ça ne passe pas toujours si simple et si facilement comme ça se passe entre la Moselle et la Sarre. Donc, merci pour avoir été très clair là-dessus. Je sais que la CCI France-Allemagne est toujours de nos côtés pour sensibiliser Berlin et Paris pour notre situation géographique politique, parce que c'est vrai, les régions frontalières en Europe, ce ne sont pas comment dirais-je, des régions un peu lointaines, des capitales, mais si on ajoute toutes les régions frontalières dans l'Union européenne, on va constater que ça représente un tiers du PIB de l'Union européenne, un tiers des citoyens. Donc, si on le regarde de cette perspective, nous, les régions frontalières, nous sommes l'État membre le plus grand, le plus puissant de l'Union européenne. Je sais que ce n'est pas la perspective de Berlin ni de Paris, mais on ne peut pas le répéter assez souvent. Maintenant, je passe la parole à Monsieur François Bourbeau, qui représente l'entreprise Urgo, implanté ici, chez nous en Sarre, à Sulzbach, donc pas très loin de Saarbrück. Bon, en Sarre, rien n'est loin de Saarbrück, mais Monsieur Bourbeau, bienvenue chez nous. Le groupe Urgo, le groupe français Urgo, qui vient de la Bourgogne, est très connu pour, aussi en Allemagne, par ses produits
le mercurochrome, le juvamine, mais aussi ces produits de la marque Intivi que tout le monde connaît. Donc, nous sommes ravis de votre présence et de la présentation de votre entreprise et de votre perspective sur l'économie franco-allemande et la dimension économique de la stratégie France du gouvernement de la Sarre. Bienvenue, vous avez la parole. Merci Monsieur Tess pour cette invitation. Je suis particulièrement ravi et fier de pouvoir présenter aujourd'hui la success story d'Urgo en Allemagne, avec comme trait d'union la Sarre, puisque comme on l'a noté aujourd'hui, on peut considérer la Sarre comme le trait d'union entre la France et l'Allemagne. Permettez-moi en premier lieu de me présenter en quelques mots. Donc, je suis originaire de Normandie, donc j'avais un peu le fardeau de venir en Allemagne et de parler l'allemand sans avoir derrière moi toute cette culture franco-allemande que les Mosellans ont eue. Mais vous voyez, même à 30 ans, il est encore possible, parce que je suis arrivé il y a près de 20 ans en Moselle, il est possible de se mettre à la langue allemande et de devenir un frontalier heureux. Donc, j'ai 54 ans, je suis papa de 3 enfants, j'habite à Sarreguemines. Sur le plan personnel, je suis engagé dans la vie citoyenne et solidaire locale, puisque je suis conseiller municipal de la ville de Sarreguemines. Je suis conseiller communautaire à la Casque et je suis aussi membre suppléant de l'Eurodistrict présidé par Monsieur Conrad, le maire de Sarrebruck. Donc, sur le plan professionnel, j'ai rejoint les laboratoires Urgo en tant que contrôleur de gestion industrielle à Dijon en 1996. Donc, je suis assez ancien dans le groupe. Et j'ai rejoint la filiale allemande en 2001 pour accompagner son développement. Aujourd'hui, je suis en charge des finances, de la logistique, du customer service et des achats. Donc, le groupe Urgo est un groupe familial dont la création remonte à 1880 par Eugène Fournier et Pierre Bon, qui avaient à l'époque fondé une droguerie médicinale. La marque Urgo, quant à elle, a été créée en 1958 par Jean Lelousse, le grand-père des 3 dirigeants actuels d'Urgo. Donc, le groupe Urgo, c'est aujourd'hui 3300 salariés dans le monde, 10 sites de production, 670 millions de chiffre d'affaires, une présence via des filiales dans 21 pays, 50 innovations par an, 180 personnes dédiées à la recherche, au développement et à l'innovation. Avec sa division Healthcare, Urgo apporte des solutions dans le domaine du premier soin, des compléments alimentaires, du rhume et de l'allergie, avec des marques à forte notoriété. Vous en avez cité quelques-unes, Humex, Humer, Juvamine ou encore Mercurochrome. Avec sa start-up Urgotech, Urgo prépare l'avenir et apporte les bénéfices de la santé connectée. Nous sommes en train de développer une application qui permet de faire le trait d'union entre les médecins, le patient et les infirmières pour suivre les plaies des patients. Et puis, avec sa division médicale, Urgo invente la cicatrisation de demain et de nouveaux traitements pour les pathologies chroniques en explosion dans le monde, comme l'ulcère de jambe ou l'ulcère de pied diabétique. À ce titre, Urgo vient de se lancer dans un défi scientifique avec le projet de recherche particulièrement innovant appelé Genesis, qui vise à développer une nouvelle solution de cicatrisation pour les plaies dites sévères grâce à de la peau artificielle. Ce projet bénéficie du soutien du gouvernement français à travers BPI France et Urgo s'est entouré, dans le cadre de ce projet, de 4 partenaires experts, le laboratoire AFM Téléthon, l'établissement français du sang, Dassault Systèmes et le laboratoire de biologie tissulaire et d'ingénierie thérapeutique de SNRS de l'Université de Lyon. Donc là, la peau artificielle, c'est un peu le rêve d'Urgo et aujourd'hui, le projet est sur les rails et nous espérons à l'horizon de 8 à 10 ans pouvoir apporter une nouvelle solution, notamment pour les grands brûlés qui subissent de nombreuses greffes, de pouvoir apporter une solution innovante à ces patients. Maintenant, focalisons-nous un peu plus sur l'Allemagne. L'Allemagne est le 2e marché d'Urgo après la France. L'histoire d'Urgo en Allemagne a débuté en 1959 avec la vente des premiers pansements en Sarre.
Elle se poursuit en 1978 avec l'acquisition de la société Pharma Ols, située à Saint-Invert, qui devient Olfar en 1979. L'installation sur notre site actuel de Sousbar a lieu en 1984 et en 1989, Olfar devient Fournier, qui deviendra Urgo en 2001. Pour augmenter le rayonnement national sur le territoire allemand, nous avons ouvert un autre site à Monheim en ce début d'année. Aujourd'hui, Urgo GmbH, c'est 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, 260 salariés, dont 80 environ sur le site de Sousbar. Nous avons environ 160 visiteurs médicaux sur tout le territoire allemand qui visitent les médecins, les infirmières et les hôpitaux. Urgo GmbH est rattaché à la division médicale d'Urgo et leader depuis 2006 sur le marché allemand des pansements de cicatrisation devant des multinationales comme Smith & Nephew, Hartmann, Lohmann Rauscher ou encore Coloplast. Sur le plan des produits, Urgo GmbH a 3 produits phares. Le premier, c'est Urgotul, qui a révolutionné le marché de la cicatrisation des plaies en remplaçant le Tulgras qui avait l'inconvénient d'adhérer aux plaies. Urgostart, qui est préconisé pour le traitement des plaies chroniques avec une cicatrisation 2 fois plus rapide que les produits concurrents. Urgostart a d'ailleurs fait l'objet d'une reconnaissance mondiale avec la publication dans le Lancet de l'étude clinique Explorer qui démontre l'efficacité dans le traitement de l'ulcère de pied diabétique en empêchant, si c'est pris à temps, l'amputation qui était souvent l'issue dans ce type de plaie. Urgo K2 est un système de bande de compression innovant permettant de délivrer la bonne compression au bon endroit et qui est utilisé dans le traitement de l'ulcère de jambe. Parce que ce qu'il faut savoir dans la cicatrisation d'une plaie au niveau de la jambe, il est important d'avoir une bonne compression pour favoriser le système veineux. Voilà, pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur notre site internet urgo.de. Et puis en conclusion, je dirais que comme le montre l'histoire d'Urgo, la SAR est le parfait trait d'union ou tremplin entre la France et l'Allemagne. Elle représente sans aucun doute un facteur clé de succès pour toutes les entreprises qui souhaitent s'installer et se développer durablement sur le marché allemand. Je suis sûr que l'ancrage stratégique que vous développez va renforcer cette attractivité et je trouve que c'est une excellente initiative et pour cela, je vous en remercie. Voilà, j'arrive au terme de mon intervention. Je reste à votre disposition pour vos questions et je vous redonne la parole. Merci, Monsieur Bourbeau. On va revenir à ce que vous avez dit dans les questions qu'on nous a déjà posées via Facebook et via email. Donc, merci de nous avoir présenté ce Hidden Champion. En français, ça se dit oui, je pense. Champion caché, oui. Champion caché, ça se dit vraiment? Oui, ouais. Par traduction, oui. Ok. Donc, en SAR. Donc, merci beaucoup et aussi pour cette image du tremplin. Ça m'a beaucoup plu. En passant maintenant de la peau artificielle à un produit 100% naturel, la peau qui devient le cuir. Et en passant de M. Bourbeau à M. Sonnet, Monsieur Sonnet, bienvenue chez nous. Vous représentez Lim Allemagne et on en a déjà parlé avant, pour les amateurs du cheval, vous représentez des marques très très connues partout en Europe, aussi chez nous en Allemagne. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici en bon exemple, en modèle de start-up français chez nous à Sarrebruck. Donc, merci de votre présence. Vous avez la parole, Monsieur Sonnet. Merci et très belle transition, bravo. Bonjour à tous d'abord, et merci de me donner tout d'abord l'occasion de prendre la parole dans cet échange. Je suis, comme vous l'avez dit, Christophe Sonnet et j'ai la chance d'être le gérant pour LIM.de ici en Allemagne. Alors d'abord, il y a cet acronyme LIM. LIM, ça signifie Leather in Motion, also cuir en mouvement. Et ça résume bien l'ADN un peu de cette entreprise. Ça sous-entend 2 passions pour cette entreprise.
une pour le cuir de haut de gamme. La deuxième chose, c'est le domaine de la selle de sport pour le cheval, comme vous l'avez très bien dit. Lim, c'est au départ une marque, c'est CWD, qui a été créée en 1998 par M. Laurent Duret, qui s'était spécialisé dans la selle de cheval d'obstacle. En 2011, quelques années après, 13 ans après le départ, de par le développement, il y a eu une idée de rapprochement avec nos différents livreurs, les lieux de production, la sous-traitance, les quelques sociétés avec lesquelles on travaillait. Il y a ce Lim Group qui a été créé dans un seul but, c'est d'avoir vraiment la maîtrise de notre métier, de l'élevage, en passant par chaque étape de conception et de production de la selle, de la vente et du service client. En 2013, nous avons un rapprochement avec un deuxième sellier de Vaucoux, qui était plus spécialisé dans la selle de complet et de dressage, bien que faisant aussi des selles d'obstacles. En 2018, il y a eu un second rapprochement auprès du sellier Butet, que nous avons également intégré au groupe. C'est un sellier qui est plus vu, plus suivi dans le cuir de luxe. En 2019, nous avons intégré le quatrième sellier GT Concept, plutôt pour sa partie amortisseur, avec la maîtrise du système mesh, qui est un système qu'on retrouve dans les sièges de voiture, par exemple, un système amortissant, un système respirant, et surtout le liège, qui est une alternative au cuir, avec aujourd'hui cette mode végétarienne ou végane. Tout frais, il y a quelques mois, nous avons intégré Arioneo, qui était une start-up française dans la recherche et le développement, entre autres dans la connexion et dans le data concernant le sport, entre autres les fréquences cardiaques, etc. Au total, Lim Group, c'est à l'heure actuelle 15 sociétés qui sont réparties entre la production, la vente, la maîtrise des matériaux, la recherche et développement et le service après-vente. C'est 53 millions de chiffre d'affaires en 2021. Il planifiait de passer les 100 millions en 2025. C'est vraiment le projet d'entreprise. Notre groupe, c'est vraiment un univers perpétuel, mouvement autour du cuir et des valeurs d'excellence de la sellerie d'équitation de sport. Ces valeurs d'excellence, c'est vraiment l'ADN du groupe. C'est premièrement le savoir-faire, avec entre autres une académie intégrée, Lim Institute, ça s'appelle. C'est vraiment pour la formation de nos experts en selle de sport, pour pérenniser également une évolution personnelle de nos employés. La deuxième valeur d'excellence, c'est les produits, évidemment, qui sont au cœur de notre attention. Nos selles, notre petit matériel, qui allie vraiment, il y a vraiment ces deux parties, l'innovation, avec les matériaux composites, avec le sport, et ce travail artisanal et ces cuirs. La relation cliente, c'est une valeur d'excellence aussi dans l'entreprise, qui est très, très importante, avec un modèle de prise en charge directe, un suivi des clients, jusqu'au final, un service à présent vraiment sans concession, et une excellence naturellement tournée vers l'avenir, avec une logique de développement durable très, très importante chez nous. On travaille avec du cuir. Aujourd'hui, un cuir tanné pur végétal, sans chrome, sans nickel, avec 100% de tanins végétaux, le liège. On a un système de reprise et de réparation de selle. Ça veut dire qu'une selle, en fin de vie, elle reçoit une deuxième vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on jette. Il y a un pôle d'excellence rurale qui est très, très important. C'était créé en 2012 dans le Périgord. Le principal objectif, c'est vraiment de créer des filières locales d'approvisionnement et puis surtout des peaux de première qualité avec un seul motto. C'est vraiment plus les bêtes sont belles et heureuses et plus les cuirs sont de qualité. Et c'est vraiment une vérité. Bref, c'est vraiment une vision autour de trois valeurs. L'innovation avec 5 brevets. On
dans les matériaux composites, des synchronisations vidéo avec des mesures, un positionnement de l'électronique dans les selles et le liège. Donc vraiment toujours ce grand écart entre le traditionnel et l'innovation. Une deuxième valeur, c'est l'investissement. Il y a quasiment 7 millions d'euros qui ont été investis dans la recherche et le développement jusqu'aujourd'hui, ce qui est énorme pour un cellier, avec des entraînements connectés, le cuir végétal, on parlait tout à l'heure, les matériaux composites, le liège encore une fois, et surtout, et c'est un petit peu le trait d'union avec l'IMDE, c'est un développement à l'international. Aujourd'hui, l'IM Group, c'est 71% du chiffre d'affaires à l'international, réparti en 47 pays, avec plus de 60% de nos collaborateurs à l'étranger. D'ailleurs, l'IM Group bénéficie du prix du savoir-faire explorateur de l'année passée. Donc, pour résumer, c'est vraiment un modèle unique dans notre branche, où nous avons la parfaite maîtrise de la chaîne de valeur de A à Z, de la peau d'animal, en passant par la pose de la selle sur le dos du cheval et son service après-vente. Concernant l'IMDE, l'Allemagne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en 2010, exactement comme l'entreprise, nous avons démarré avec ce premier groupe, ce premier cellier CWD, avec 3 commerciaux. Pour laisser l'Allemagne de l'Est un petit peu de côté, nous avons démarré avec Nord, Sud et Bavière. J'ai eu la chance d'être au départ un de ces commerciaux. Et là, entre en compte la CCFA qui nous a énormément aidés au départ. C'était essentiel pour nous, qui s'est occupé et qui s'occupe aujourd'hui encore de toutes les questions juridiques concernant une création d'entreprise en Allemagne pour une entreprise française. On a commencé avec une personne à l'ADV dans les bureaux de la CCFA. On nous a mis ça à disposition, ainsi que des locaux pour différentes réunions. Et puis surtout, et aujourd'hui encore, la CCFA se charge de la gestion de nos salaires, ce qui, pour une petite entreprise, nous évite d'avoir affaire à des comptables directs. En 4 ans, nous sommes passés de 3 à 7 commerciaux. Fin 2014, parce qu'il y a eu beaucoup de ventes, parce qu'il y avait beaucoup à faire, nous avons donc décidé de prendre place à Neuer-Müller-Weg, à Saarbrück, avec nos propres bureaux. Ça a créé 2 emplois ADV supplémentaires, plus un emploi SAV. Nous avons intégré le SAV qui jusque-là était envoyé et géré de la France. Ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps et beaucoup de satisfaction cliente. En 2018, CWD est passé à 10 commerciaux. En octobre 2019, nous avons intégré Devaucoux, qui était déjà dans le groupe LIM, mais pas encore avec une société allemande, avec le recrutement de 5 commerciaux sous le nom de Devaucoux DE d'Allemagne. En février 2020, donc récemment, il y a une année, un peu plus d'une année, gentiment, avec tous ces commerciaux, avec toutes ces affaires qui se passent, nous avons commencé à être un tout petit peu à l'étroit dans nos anciens bureaux et nous avons déménagé toujours à Saarbrück, de Neuer-Müller-Weg à Leitnichstraße, où nous avons triplé la surface de nos bureaux, avec naturellement de nouveau l'engagement de 4 salariés ADV, dont un pour la première fois de langue allemande pour le service client et 2 salariés SAV. 2020, ça représente CWD Allemagne et Devaucoux Allemagne 3,5 millions de chiffre d'affaires. Avec un taux de croissance, on a une année comptable qui est toujours de octobre à octobre. Ça veut dire 2018-2019, on était à 13% de croissance. 2019-2020, malheureusement, avec ces 4 mois de Covid, nous sommes passés quand même à 2% de croissance positive.
Et là, à l'heure actuelle, après un mi-exercice 2020-2021, nous sommes de nouveau à 24% de croissance. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Cette croissance et cette évolution nous a obligés dans le sens positif du terme, en avril 2021, tout récemment, de fusionner les sociétés. Ça veut dire que là, maintenant, de CWD Allemagne et de Voku Allemagne, nous sommes devenus LIM-DE avec 17 commerciaux. Et là encore, toutes les questions juridiques ont été aussi réglées par le biais de la CCFA. 2021-2022, nous allons intégrer le troisième cellier du thé avec là aussi l'embauche de 2 commerciaux pour le territoire allemand. L'IM-DE, territoire allemand, représente l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. C'est aussi important de savoir. C'est des marchés sur lesquels nous avons débuté et qui vont rentrer dans la perspective de croissance ces prochaines années. Pourquoi Saarbrücken ? Je crois que M. Berner l'a expliqué très bien tout à l'heure. On a des vraies difficultés de recrutement. On travaille avec des boîtes françaises. Tout le système informatique est géré en France. Donc, nous avons besoin de personnes qui parlent français. Il ne nous reste pas beaucoup d'alternatives que de passer par des travailleurs frontaliers. Et la même volonté ou le même souhait est de pouvoir engager de plus en plus de personnes allemandes parlant français. Le Saarbrücken, c'est pour nous quelque chose qui est très centré par rapport à la France. On arrive vraiment à redistribuer nos marchandises et notre gestion à travers toute l'Allemagne. On a eu au départ des gros problèmes d'envoi, d'expédition. On était près de la frontière, ça veut dire que notre marchandise arrivait à la frontière et c'est nous qui allions la chercher. C'est quelque chose qui était géré entre autres. Il y a quelques années, il y a 2 ans, nous avons démarré avec ce projet LIM-DE, avec cette fusion d'entreprises. Nous avons étudié la possibilité aussi de éventuellement quitter Saarbrücken pour se recentrer pour des questions d'embauche. C'est aujourd'hui très, très, très difficile encore d'embaucher vraiment des personnes compétentes et surtout bilingues. Le Covid, parce que c'est quelque chose dont il faut parler également. Nous sommes bien passés à travers. Nous avons un petit peu de chance avec notre business. Le travail partiel a été possible et encore une fois très bien géré avec la CCFA pour les employés allemands. Par contre, humainement impossible pour les employés français avec ces problèmes de double imposition. Ça veut dire que pour nous, des gens qui avaient une famille, des enfants, des gens qui sont très très importants dans notre entreprise, ces gens-là, on ne pouvait pas les mettre en travail partiel. Il y avait pendant quelques mois plus de commandes, tout a été bloqué. Par contre, nous avons pris la décision de continuer à salarier ces personnes à 100% pour éviter qu'elles soient dans le besoin. On a cette chance pour nous le Covid, le vrai Covid et le vrai lockdown, ça a été 2 mois. Donc, ce qui était pas grand-chose par rapport à beaucoup d'autres entreprises. Nous avons affaire à une clientèle plus ou moins aisée. C'est des gens qui ont des chevaux. Nous avons remarqué que ces gens-là, pendant le Covid, en fait, ont plutôt économisé de l'argent. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas partis en vacances, ne sont pas allés au restaurant, n'ont pas eu de grosses activités de loisirs à part le cheval. Donc, en fait, nous avons continué à pouvoir vendre des selles. Pourquoi ? Parce qu'une écurie, contrairement à la France, avec la protection animale, c'est difficile à fermer. Ça veut dire que très, très vite, les gens arrivent à faire pression et à aller monter leurs chevaux. Et on a réussi, c'est un gros travail, placer un peu le commercial sur un même piédestal
qu'un vétérinaire. Ça veut dire qu'un cheval se monte avec une bonne selle, ça sous-entend des contrôles, ça sous-entend une gestion. Donc, nous avons en gros réussi très vite à pouvoir retravailler avec de gros concepts d'hygiène pour les commerciaux et du télétravail pour Sarrebruck, pour les gens dans les ateliers et en ADV. Aujourd'hui encore, nous avons des contrôles toutes les semaines, bien que ce soit plus obligatoire. Et il n'y a pas plus de 2 personnes qui travaillent en même temps. En alternative, donc c'est gérable. Nous sommes capables de faire avancer un tout petit peu la croissance et le chiffre d'affaires. La crainte, je pense, ça va être pour nous à l'heure actuelle, avec une reprise où les gens qui n'ont maintenant pendant plus d'une année plus vraiment de loisirs et de voyages vont remettre de l'argent économisé dans des choses justement comme les voyages, le shopping, les restaurants. Donc peut-être un tout petit peu une perte au niveau du pouvoir d'achat de la clientèle. Concernant les perspectives, pour finir, à moyen terme, très rapidement, nous visons 20 commerciaux pour l'Allemagne, Suisse et l'Autriche. Il y a des études à long terme d'intégration pour des pays limitrophes comme la Tchécoslovaquie, la Slovénie, le Danemark, la Pologne. 5 personnes à l'ADV, c'est là où on va arriver. 3 personnes pour le SAV. Surtout, et c'est une grosse tranche d'une partie de notre travail avec les SEL, un développement d'un service santé en relation avec la recherche et le développement, les vétérinaires, ce qui sous-entend aussi quelques embauches. Voilà, c'est un peu essayer de survoler ça le plus rapidement possible pour résumer. Merci, Monsieur Sonnet. Je pense qu'on peut dire qu'on a passé non pas seulement de la peau artificielle au 100% produit naturel, mais aussi du champion caché à la success story, donc à l'histoire de succès de votre entreprise. Donc, merci beaucoup aussi d'avoir souligné les problèmes qui existent. Hein, et je pense que Frédéric Berner, on a parlé aussi de la double imposition des employés en ce qui concerne le Kurzarbeitergeld. On va en reparler lundi prochain dans le cadre du comité pour la coopération transfrontalière entre la France et l'Allemagne, et ça sera un sujet qui va être sur l'agenda, entre guillemets, pour le Conseil des ministres franco-allemands qui aura lieu au mois de juin. Et moi, j'espère que après tous ces appels que nous avons lancés ensemble avec la CCI France-Allemagne, mais aussi avec les collègues ici au sein du gouvernement sarrois et avec les collègues des autres Länder frontaliers, qu'enfin Berlin va nous écouter et va résoudre le problème qui est dramatique pour ceux qui en sont vraiment concernés. Donc, espérons qu'il y aura de bonnes nouvelles, et merci pour nous avoir démontré que c'est vraiment un sujet qu'il nous faut résoudre. Alors, maintenant, nous avons encore des questions qui doivent être posées et répondues. On en a 3, je dirais, dont nous voulons parler. Je vais faire ainsi, je vais les poser et après vous donner la possibilité de répondre à toutes ces trois questions. Si vous choisissez d'en répondre qu'une seule, c'est à vous de choisir. Alors d'abord, nous avons une question de Martine Langeret qui nous écrit depuis Paris, et elle nous demande en français: Monsieur Berner, ça c'est une question pour vous, Monsieur Berner, pour renforcer l'attractivité de la France, on dit souvent qu'il faut baisser les prélèvements sociaux et stabiliser les réglementations. Mais que pourrait faire le Land de ça pour encore mieux attirer les entrepreneurs et les investisseurs de France qui veulent être présents en Allemagne? Merci, Madame Martine Langeret, c'est une question qui m'intéresse bien sûr aussi. Deuxième question, une question qui nous a été posée par Victor Legendre depuis Sarreguemines.
donc depuis la ville de Monsieur Bourbeau. Il nous demande en allemand, de votre point de vue, comme l'Allemagne est un État fédéré et la France est un État centralisé, qu'est-ce que ça change pour le travail d'une chambre de commerce et de l'industrie et pour une entreprise française ou allemande? Et troisième question, ça c'est peut-être une question à vous trois, à tous, parce que vous en avez parlé déjà. Est-ce que vous embauchez aussi des stagiaires de la SAR qui vivent en SAR? Et si oui, dans quel domaine? Et est-ce qu'il y a une possibilité de lancer une candidature? C'est une question depuis Saarbrück de Johanna Krüger, donc d'une jeune Sarroise qui, comme vous le voulez, je m'en suis sûr, est bilingue parce qu'elle nous suit. Donc peut-être quelqu'un qui pourrait être intéressant pour vous. Alors, je dirais qu'on commence avec, on va le faire dans le cadre de l'alphabet, donc c'est Monsieur Berner qui commence, après Monsieur Bourbeau et après Monsieur Sonnet. Frédéric. Parfait. Alors, pour la première question, que pourrait faire la SAR encore pour se rendre plus attractif pour les entreprises françaises? Je crois qu'on l'a évoqué avec la stratégie France. Sur le plan, on va dire, des coûts salariaux, l'écart entre la France et l'Allemagne est important. Enfin, sur la partie charge patronale est important et il est le même sur tout le territoire allemand. Donc la SAR n'a peut pas jouer là-dessus davantage que d'autres lenders. Sur le plan de la fiscalité non plus, l'impôt sur les sociétés est uniforme, quel que soit le territoire. Il y a, ma foi, la taxe professionnelle, la Gewerbesteuer, qui peut être un facteur sur lequel on peut agir pour attirer des entrepreneurs plus ici qu'ailleurs. Mais de ce point de vue-là, sur le plan de la fiscalité et des charges patronales, l'Allemagne a en effet des atouts pour attirer les investisseurs où qu'ils aillent. En revanche, je reviens à cette excellence et à cette caractéristique sarroise qui est d'être à la frontière. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le secrétaire d'État, sur notamment la justice, qui est un sujet que vous connaissez et que vous maîtrisez bien. De plaider en français, voilà, c'est toutes ces, on va dire, toutes ces complications administratives qui font qu'un entrepreneur français puisse agir et communiquer dans sa langue maternelle pour initier ses affaires sont d'excellentes idées. Donc, c'est en effet pas tout à fait un hasard qu'on soit ici. Nous, c'est que nous résolvons une partie des complications qui sont liées à l'implantation d'entreprises françaises sur le territoire allemand. Et pour ça, nous avons bien entendu notre atout principal, c'est la compréhension et le bilinguisme. Voilà. Donc, je crois qu'il faut continuer à miser là-dessus. Après, on peut bien entendu aussi évoquer les éléments logistiques que j'évoquais tout à l'heure, de liaisons ferroviaires qui sont vraiment à préserver. Et on a la concurrence d'une liaison maintenant qui passe par Strasbourg, qui nous a enlevé quelques créneaux, mais je crois qu'il faut résister. Il faut tout faire pour que se maintienne cette liaison-là. Voilà, plein de sujets peuvent être travaillés, améliorés, mais beaucoup tournent autour de la francophonie et de la francophilie qui caractérisent cela. La deuxième question, rappelez-moi je t'arrête. C'était la question, ce qui change le fait que l'État allemand est un État fédéral et voilà. En fait, pour une entreprise française, en effet, quand on vient de France et qu'on se décide d'exporter en Allemagne, avec un réflexe un petit peu français, on demande où est la capitale au sens économique du terme. Bon. Et il se trouve que les 2700 filiales françaises dont je parlais tout à l'heure, enfin sociétés allemandes qui ont un actionnariat à 100% français, elles sont réparties sur tout le territoire allemand. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un bon endroit pour réussir en Allemagne. Souvent, le bon raisonnement, c'est la facilité avec laquelle on va pouvoir s'installer et s'établir, et notamment la dimension ressources humaines. Donc, ce que nous recommandons à nos entreprises quand elles viennent en Allemagne, alors il y a des domaines dans lesquels il y a malgré tout un petit tropisme économique. Quand on est dans l'aéronautique, c'est bien d'être à Hambourg ou à Berlin, ou à Hambourg ou à Munich. Par exemple, pour donner un exemple sectoriel,
Mais dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, ça importe assez peu quel est le point de départ. À partir de ce point de départ, de toute façon, il faut rayonner sur tout le territoire progressivement et puis monter progressivement une présence commerciale locale. Les exemples que nous avons entendus aujourd'hui le démontrent. Pour couvrir l'Allemagne, il faut des commerciaux un peu partout. Donc, j'ai envie de dire, la filiale, peu importe où elle est, l'établissement en fait central, autant qu'il soit à Saarbrück, donc, et autant que faire se peut chez nous. Mais de toute manière, vous êtes ensuite confronté à une réalité allemande qui est fédérale, qui est complètement éclatée. Et si vous voulez réussir en Allemagne, tôt ou tard, il va falloir que vous couvriez le territoire avec des personnes sur place, quoi, dans différents endroits. La dernière question sur les stagiaires, pardon. Oui, nous prenons des stagiaires. Et donc, j'invite cette jeune femme à nous poster sa candidature avec grand plaisir. info@ccfa.de. On va mettre, si vous êtes d'accord, vos coordonnées à la disposition de Madame Krug, donc Absolument. Si jamais ça lui intéresse. Merci, Monsieur Berner. Monsieur Bourbeau. Oui, alors en termes d'attractivité entre la France et l'Allemagne, ou de différence notable entre les deux, donc je reprendrai le point de Frédéric sur la Gewerbesteuer, où une partie des bénéfices est imposée de façon locale, avec des taux qui vont en grosso modo de 240 à 450, donc c'est des taux qui sont 490 même. Donc ça peut jouer fortement sur l'imposition des sociétés. Et après, il y a une grosse différence aussi, c'est au niveau des cotisations sociales. En Allemagne, il y a un système de parité où les charges sont réparties à part égale entre le salarié et l'employeur. Donc le taux est en moyenne de 45%, divisé à part égale entre l'employeur et le salarié. Donc, ce qui fait que la part des cotisations sociales pour l'employeur est fortement en deçà de celle pratiquée en France, parce que si mes souvenirs sont bons, en France, on est de l'ordre de 45%. Donc, voilà. Alors, après, il y a une petite nuance, parce qu'en termes de fiscalité des revenus, les revenus sont, ça peut paraître surprenant, mais plus fortement imposés en Allemagne. Et c'est là où le statut de frontalier est avantageux, parce que notamment pour les personnes qui ont une famille, l'imposition est bien moins forte en France qu'en Allemagne. Voilà, sur les deux grandes différences en termes d'attractivité économique. Sur la deuxième question, moi, j'ai pas vu de grosses différences, enfin, en termes pour la gestion de l'entreprise, en termes d'État centralisé ou décentralisé. Il faut dire aussi que nous, on est quand même une société relativement ancienne, bien installée, et on est, en termes de structure, bien structuré et bien étoffé. On a notre propre service du personnel, propre service juridique. Donc, de ce côté-là, moi, je peux pas répondre, je vois pas de différence notable entre les deux, en tout cas dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Et sur la troisième question, je ferai la même réponse que Frédéric. Vous pourrez donner mes coordonnées à cette jeune dame, ou autrement, elle peut aller sur notre site internet et postuler, faire une candidature spontanée. Ça ira directement à notre service du personnel. Voilà, je pense avoir répondu aux trois questions. Tout à fait, Monsieur Bourbeau. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Monsieur Sonnet. Merci bien. Je pense que pour la première question, Monsieur Berner, Monsieur Bourbeau, très bien répondu. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'était très complet. Concernant les embauches entre les différentes régions, deuxième question. Chez nous, il y a quand même une grosse différence. Ça veut dire qu'on travaille dans le commerce. On a des commerciaux sur place. C'est un domaine qui est assez particulier, le cheval. Ça veut dire que vraiment, d'une région à l'autre, il faut vraiment faire très attention d'engager la bonne personne, une personne qui appartienne à la culture de cette région. Ces États fédérés ont vraiment quand même des différences culturelles. Entre autres, là je le vois, aux anciens pays de l'Est, où vraiment, si je veux percer dans le commerce avec un commercial à l'Est, je suis obligé d'engager quelqu'un
venant de l'Est. C'est une question historique. Quand le mur est tombé, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, il y a eu beaucoup de personnes de l'Ouest qui sont passées à l'Est, il y a eu des affaires qui n'ont pas été tout à fait claires. Et aujourd'hui, il y a quand même une population qui se retient un petit peu, qui fait un tout petit peu attention et qui achète plus volontiers à quelqu'un de la région. Ça, on le voit vraiment. Ça fait d'énormes différences. Et puis vraiment, en Allemagne, il faut respecter un petit peu la manière culturelle d'y aller. Et surtout chaque région, nous, on travaille dans des écuries, c'est-à-dire qu'il faut connaître ces gens, ce sport. Pour nous, c'est vraiment quand on embauche quelqu'un, primordial qu'il soit de la région ou qu'il soit né dans cette région et qu'il connaisse la culture. Concernant les stagiaires, la même réponse que précédemment. Évidemment, nous sommes intéressés et la même chose, très volontiers, nous envoyer un petit CV, un petit mot. Actuellement, nous recherchons surtout pour le travail du service après-vente, du contact client, des stagiaires pour développer un service qui peut déboucher même sur une embauche plus tard. Merci, Monsieur Sonnet. C'était très intéressant de voir aussi les différences culturelles qui existent en Allemagne d'une perspective française. C'est déjà une compétence qu'il faut avoir quand on regarde un pays plutôt d'une perspective étrangère. Donc, j'ai l'impression que vous êtes bien arrivé chez nous. Et très bien. Alors, merci. On avait dit qu'on va finir à 16h. Ça, on n'est pas arrivé, mais c'est surtout et sans doute à cause du fait que c'était très, très intéressant. Et donc, merci de votre présence, de vos contributions, surtout de vos idées, comment développer aussi une politique sarroise qui est adaptée aux besoins du monde économique franco-allemand, ce qui attire l'intérêt et les décideurs du monde économique français, et de nous avoir montré à quel point déjà aujourd'hui la présence économique française est importante et innovante chez nous, et surtout, cher Frédéric, le rôle dans tout cela de la CCI France-Allemagne. On ne quitte pas cette plateforme participative et cette conférence sans un petit cadeau et sans un petit merci. Normalement, vous le savez, donc avant la crise, on organisait ce genre de conférence dans le cadre des apéros sarrois, à Saarbrück, à Berlin ou à Paris. On est très bien capable à dématérialiser nos débats, ça, je pense qu'on a montré, mais on n'est pas encore arrivé à dématérialiser les apéritifs. Donc, ça, c'est la chose qu'on va vous envoyer à Saarbrück, à Sulzbach et peut-être à Munich, je ne sais pas, Monsieur Sonnet, ou ici à Saarbrück, bien sûr, pour vous remercier de votre présence et de votre contribution. Je vous invite déjà aujourd'hui de nous rejoindre pour la prochaine réunion dans le cadre de cette plateforme. Ça sera ensemble avec le secrétaire d'État des Affaires économiques, avec Monsieur Jürgen Bake, qui va nous joindre la prochaine fois, donc je pense d'ici 2 semaines, pour nous parler aussi de cette dimension économique de la stratégie France, des petits et grands succès que nous avons eus avec cette stratégie. Donc, je serai ravi de vous revoir ici en visioconférence, mais surtout en présentiel. Merci de nous avoir consacré votre après-midi, et bonne chance et bon courage pour tout ce qui viendra. Merci, à la prochaine fois. Merci à vous. Merci au revoir. Merci, au revoir, merci. Au revoir.